Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. La première question est de The ALXS. The Alex, je ne sais pas, enfin bref. Le mercato du PSG n'avance pas du tout. Est-ce que tu penses que les négociations sont difficiles avec les autres clubs ou le fait que Paris estime qu'il n'a pas besoin réellement de faire de gros changements dans son effectif? C'est vrai que mis à part Safonov, cet obscur gardien russe, le recrutement du PSG pour l'instant au point mort. Il me semble que les vrais desiderata de Luis Enrique sont bien identifiés avec Neves et Doué. Mais bon, on parle de deux joueurs qui devraient coûter au minimum 150 millions à eux deux, ce qui, dans les deux cas, me paraît totalement exorbitant comme tarif. Pour un jeune Portugais, certes prometteur, mais bon, qui a 19 ans, qui était même pas titulaire en équipe du Portugal à 7 €. Voilà, une clause libératoire à 130 millions, on croit rêver, quoi. Quant à Doué, 18 ans, qui jouait pas tous les matchs avec Rennes, 60 millions, là aussi, ça me paraît... Alors on sait tout bien que dans le marché des transferts, il y a un tarif pour Paris, un tarif pour Chelsea, un tarif pour les autres équipes. Mais voilà, bon, ils ont raté Euro parce qu'ils n'ont pas voulu mettre la somme que réclamait Lille. Et Lille, il réclamait 60 millions. Ils les ont eu avec Manchester United. À un moment donné, quand il y a une valeur établie pour un joueur, et ben si on le veut, faut payer. Voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir le PSG pinailler comme ça. Est-ce que c'est un changement de cap? Je ne le crois pas forcément. Voilà. Je sais pas. Je ne sais pas non plus pourquoi mon chien pleure. Nao Pirate 92 IU vache, me dit: que penses-tu de la décision de la Ligue sur les droits TV cette année en Ligue 1? Bah, je vais me répéter, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le projet DAZN, qui n'a même pas l'exclusivité pour 35 ou 40 € par mois, c'est voué à l'échec. Je pense très sincèrement, si je dois faire un pronostic, que la chaîne n'aura pas 1 million d'abonnés à la fin du championnat qui s'annonce. Et donc, ce sera un bid financier gigantesque, et que le désengagement, alors je sais pas, ils sont en train de négocier les clauses de sortie, mais je pense que il est évident que DAZN n'ira pas au bout du contrat de 5 ans qu'ils ont signé avec la Ligue, et que on va reculer pour mieux sauter. C'est une catastrophe, parce que je pense qu'il y a des clubs qui vont... alors certes, ils vont toucher quelque chose, mais bon, il y a des clubs qui vont perdre entre 15 et 20 millions d'euros par an. C'est évidemment des sommes qui risquent de causer la faillite de certains clubs indépendants en France, type Reims, Montpellier ou Nantes. Anatole du 49 me dit: quelle est la personne dont vous vouliez absolument avoir une interview, mais dont vous n'avez pas eu l'occasion d'en faire? Bon, aucune surprise pour ma réponse, Roger Federer. J'ai jamais eu l'occasion, d'abord parce que je travaillais pas vraiment dans le tennis, hein. J'ai commenté 2 fois à Bercy avec Canal, ça suffit pas pour être dans le tennis. Ça m'a déjà permis de rencontrer et d'avoir une petite discussion avec Federer, avec la photo qui est en bannière de mon compte Twitter, voilà, et ce qui est un très grand souvenir dans ma vie. Mais j'aurais évidemment adoré l'interviewer, pas forcément pour la qualité de ses réponses, mais juste le fait de passer 1 heure avec lui. Sinon, hors foot, j'aurais adoré interviewer Steven Spielberg, et puis une qui aurait été encore plus dure, parce qu'il est mort depuis, je pense même avant ma naissance, c'est Sacha Guitry. Jackie Boy, comment expliquer que Marseille, qui n'a soi-disant pas d'argent, achète Greenwood pour 30 millions et peut-être Højbjerg avec, je pense, un salaire conséquent? Bah, les salaires, tu sais, il faut bien voir qu'ils ont quand même libéré pas mal de masse salariale avec le départ d'Aubameyang et de Klose.
Donc ça, le salaire de Greenwood et Højbjerg, c'est pas un problème. Je pense que McCourt a remis au pot. Et puis, je pense aussi que il va y avoir quand même quelques ventes. Si Mbemba et Vertoun font plus partie des plans de Zerbi, je pense quand même que c'est des joueurs sur lesquels tu peux retirer au moins 20 millions pour les deux. Hébert me dit, que pensez-vous du possible investissement de la famille Mbappé au Stade Malherbe de Caen? Bah, moi, faut bien se rendre compte du grand danger dans lequel le foot français se trouve en ce moment sur le plan financier. Donc, qui est quelqu'un, que ce soit Mbappé ou qui que ce soit, qui a envie d'investir dans un club professionnel en France, ça peut être qu'une bonne nouvelle. Même si évidemment, malgré ses gros moyens financiers, Mbappé ne peut pas être comparable à un fonds d'investissement américain ou à des Qataris ou à des Saoudiens. Mais je pense que voilà, on peut pas se permettre de cracher sur des gens qui veulent investir dans le foot professionnel en France en ce moment. Sam me dit, penses-tu qu'il y a une corrélation entre le départ de Mbappé de la Ligue 1 et les soucis d'attractivité pour les droits TV? C'est une évidence. C'est une évidence. Faut pas oublier qu'un an avant, Neymar et Messi avaient aussi quitté le championnat, à un degré moindre, Verratti et Alexis Sanchez. En termes de tête d'affiche, il est évident que le championnat s'approuverait. Ça va être qui les têtes d'affiche de la saison prochaine? Lacazette, Greenwood, Dembélé. On est quand même descendu de plusieurs étages, même si ce sont des joueurs de grande qualité, mais ça n'a pas la même réputation. Et il est évident en plus que pour les droits à l'étranger, la présence de Neymar et de Messi faisait certainement monter la facture. C'est aussi un problème. De toute façon, pour être attractif, il faut de l'argent, et de l'argent, le foot français n'en a plus. Donc, il va falloir s'habituer aux vaches maigres. Fred Lichtel me dit, aujourd'hui, c'est la fin du Tour de France, avec des coureurs qui vont toujours plus vite. Hélas, des nouvelles suspicions entourent cette épreuve. Est-ce une volonté des médias de ne pas en parler ouvertement, de poser des questions, de faire des enquêtes? Alors, on va se mettre tout de suite d'accord. Je ne m'intéresse absolument pas au vélo. Je n'ai pas vu une minute du Tour de France. Ça ne m'intéresse pas, je n'y connais rien. Donc ça, une fois qu'on a posé ça, il est bien évident que le Tour de France de Pogačar peut, selon la manière dont on se place, susciter une admiration sans borne ou une suspicion illimitée. Mais que voilà, on est aussi dans le pas vu pas pris. Je veux dire, tant que Armstrong n'avait pas été chopé par la patrouille, tout le monde s'extasiait sur ses performances, et voilà, tu peux pas faire de procès d'intention aux gens. Pour ça, il faut des preuves. Après, faut pas être naïf. C'est un business. Le Tour de France fait vivre, et on peut pas demander, en toute logique, à France Télé de poser des questions qui fâchent à l'arrivée du Tour, alors que cette compétition, d'abord, leur coûte beaucoup d'argent, et en plus leur permet de faire des audiences magnifiques. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est difficile d'être jugé parti. Après, je pense que des journalistes qui font des enquêtes, il y en a, mais que tant que les enquêtes donnent rien, eh ben, ça donne rien. Anatole du 49 me dit, que pensez-vous des déclarations surprises de Sampaoli sur Dembélé? Déjà, comparer Dembélé à un autiste, c'est pas très intelligent pour les autistes. Après, je suis pas certain que Sampaoli et l'intelligence soient forcément deux noms à mettre dans la même phrase. On ne peut pas totalement lui donner tort sur la finition des actions de Dembélé. C'est vrai que Dembélé, ça commence en feu d'artifice et ça finit, hélas, souvent en pétard mouillé. Après, je vois pas bien l'intérêt d'un entraîneur qui a quitté la France comme un voleur de venir faire ce genre de réflexion. Mais bon, ça fait du buzz, ça fait parler. Pas très important. Last Battle me dit,
un point. Pierrot, un point sans langue de bois sur notre Racing, s'il te plaît. Racing Club de Strasbourg. Il se passe quoi? Notre nouveau directeur sportif, éviction de Vira, nouveau coach, décision unilatérale Bluco. Keller a-t-il perdu la main? Peux-tu nous rassurer ou es-tu inquiet comme nous? Alors j'étais inquiet après le match contre Fenerbahçe, parce que bon, même si c'était évidemment une équipe qui va jouer sa place pour la Ligue des Champions et qui a des joueurs de haut niveau que le Racing n'a pas, il n'y avait quand même pas de raison pour qu'il y ait 4-0 pour comme ça, et enfin surtout avec cette mi-temps sans envie, sans engagement, sans réaction des Alsaciens. Donc ça c'était inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les gens ne savent pas lire. Il y a un des dirigeants de Bluco qui a parlé à la presse après l'éviction de Vira. Bon, il n'a pas voulu que son nom soit cité, ce que je trouve complètement con, mais bon, ça c'est encore un autre débat. Il a clairement expliqué que c'était les dirigeants de Bluco qui ne croyaient plus en Vira. Et je suis désolé, à un moment donné, dans une entreprise, il y a une logique. C'est celui qui paye, qui décide. Je veux dire, depuis un an, Marc Keller a totalement, ou avait totalement les mains libres sur tous les dossiers. Là, le propriétaire a imposé son choix. On peut le regretter. Je le regrette, je pense que Marc l'a regretté aussi, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Maintenant, le club est loin d'avoir terminé son recrutement. Il y a le jeune arrière-gauche Wiley, américain, qui va faire les JO avec les États-Unis, qui est visiblement un joueur extrêmement prometteur qui va arriver. On attend l'arrivée d'Habib Diallo, on attend surtout le retour pour un nouveau prêt d'André Santos, qui a démontré toute sa qualité depuis qu'il a joué la saison dernière. Il y a toujours Gueda Doué qui est dans les tuyaux, même si je pense que ce sera difficile. Voilà, je pense que Bluco va investir. Et puis surtout, et là encore une fois, je dis que les gens ne savent pas lire, réécouter l'interview de Marc Keller à BFM Alsace, ou l'interview de Marc Keller dans les DNA, qui explique clairement que Bluco va payer le remboursement du CVC, non pas du CFC, le remboursement du CVC, la part du club dans le stade, le centre d'entraînement, le manque à gagner du stade, puisque le stade va avoir sa capacité réduite pendant les travaux, et surtout le manque à gagner des droits TV. Je pense que tout ça mis bout à bout, on n'est pas loin de 80 millions d'euros. Donc je pose la question, comment ferait le Racing Club de Strasbourg sans Bluco pour financer ces 80 millions, à part dépecer son équipe et là être en danger de mort sportive, et surtout en danger de mort financière, comme d'autres clubs de Ligue 1 le sont. Donc il faut savoir ce qu'on veut, garder son âme, comme disent certains crétins de supporters, et se retrouver en National ou en CFA2, ou enfin en National 2 aujourd'hui, ou avoir un propriétaire qui finance et qui de temps en temps effectivement impose sa vision. Voilà. Moi, enfin perso, moi j'ai choisi. Pépito. Pépito, mes corazones, Pépito, me dit, qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Textor à l'encontre du PSG? C'est toujours un petit peu étonnant de cracher dans la main qui vous nourrit, parce que je pense qu'il n'y a pas un club de Ligue 1 qui crache sur les 100 millions que Bein donne pour un match de Ligue 1 par semaine. Je veux dire, un match à 100 millions, si on avait fait ça au prorata, ça ferait 900 millions, et le championnat roulerait sur l'or. Donc voilà. Et puis on crache pas non plus sur un club à qui tu demandes d'accélérer les paiements sur Barcola, alors que tout est noir sur blanc sur contrat.
Et puis voilà, la provoque à 2 balles. Alors, ça excite la fierté des supporters, mais bon, c'est pas très constructif. Mais en tout cas, ça montre quand même que Textor est totalement investi dans le projet de l'OL, et ça, c'est plutôt pas mal.